Dans les archives coloniales poussiéreuses de Fort-Royal, un document jauni par le temps porte cette mention manuscrite en marge, tracée d'une main tremblante, « Que Dieu nous pardonne ce que nous avons fait, que personne ne sache jamais ». Daté du 15 août 1783, ce registre mentionne la disparition inexpliquée de 6 contremaîtres de l'habitation Saint-Laurent, une plantation sucrière située dans les hauteurs de la Martinique. Mais ce que le document ne dit pas, ce sont les circonstances dans lesquelles ces hommes ont été retrouvés 3 jours plus tard, et ce qui leur était arrivé. Une seule chose était certaine, quelque chose d'impensable s'était produit dans cette plantation. Quelque chose qui allait hanter les mémoires pendant des décennies et dont on ne parlerait plus qu'à voix basse, tard dans la nuit, lorsque les enfants dormaient. Avant de poursuivre cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous aide à continuer à vous raconter ces histoires oubliées. L'année 1783. La Martinique connaît alors son apogée en tant que colonie sucrière de la couronne française. Les plantations s'étendent sur les pentes verdoyantes de l'île, leurs champs de canne ondulant sous le vent chaud des Caraïbes. Mais derrière cette apparence prospère se cache une réalité bien plus sombre. L'économie de plantation repose entièrement sur le travail forcé de milliers d'Africains déportés, réduits à l'état de biens meubles par le Code noir. L'habitation Saint-Laurent se dresse dans les mornes du nord de l'île, à plusieurs heures de marche de Fort-Royal. C'est une exploitation moyenne selon les standards de l'époque. Environ 180 hectares de terres cultivées, une sucrerie équipée d'un moulin à eau et 157 esclaves enregistrés dans les livres du gérant. La grande maison du propriétaire, construite en pierre de taille blanchie à la chaux, domine la propriété depuis une colline. En contrebas s'alignent les cases des esclaves, des huttes de branchage et de terre, où s'entassent des familles entières. Le maître de l'habitation, M. Armand de Bellecour, est un homme d'affaires prospère qui passe la majeure partie de son temps à Paris. Il a confié la gestion quotidienne de sa plantation à un gérant du nom de Philippe Duverger, un créole né sur l'île, réputé pour sa rigueur inflexible dans la conduite des ateliers. Sous ses ordres travaillent 6 contremaîtres blancs, chargés de surveiller les esclaves dans les champs et à la sucrerie. Ces hommes portent le titre de commandeurs blancs pour les distinguer des commandeurs noirs, esclaves eux-mêmes promus pour surveiller leurs propres frères. Les 6 contremaîtres de Saint-Laurent forment une clique redoutée. Il y a d'abord Augustin Ferrand, le doyen, un homme massif au visage tanné par le soleil tropical, qui manie le fouet avec une dextérité acquise au fil de 20 années passées dans les plantations. Puis viennent les frères Gauthier, Jules et Christophe, 2 Normands arrivés 5 ans plus tôt dans l'espoir de faire fortune aux colonies. Il y a aussi Lucien Roche, un ancien soldat reconverti dans la surveillance des esclaves, connu pour sa violence imprévisible. Ensuite Benoît Lachance, un Canadien venu chercher l'aventure sous les tropiques. Et enfin Jacques Vernet, le plus jeune, fils d'un petit colon désargenté qui a placé là son dernier espoir d'ascension sociale. Ces hommes partagent plus qu'un simple emploi. Ils ont développé au fil des années une camaraderie forgée dans la brutalité quotidienne, une complicité tacite dans l'exercice d'un pouvoir absolu sur les corps et les âmes de ceux qu'ils surveillent. Chaque soir, après les travaux, ils se retrouvent dans une petite case qu'ils ont aménagée en taverne improvisée, où ils boivent du rhum, en échangeant des plaisanteries grasses et en se vantant de leurs exploits du jour. Car à Saint-Laurent, comme dans toutes les plantations de l'île, la violence est le langage quotidien du pouvoir. Le fouet claque dès l'aube pour réveiller les esclaves. Il claque encore au champ pour maintenir le rythme du travail sous le soleil implacable. Il claque à la sucrerie, où les hommes et les femmes s'épuisent pendant 16 heures d'affilée autour des chaudières brûlantes et des broyeurs qui ont déjà arraché des doigts, des mains, des bras entiers. Le Code noir prescrit des limites théoriques à ces châtiments, mais dans la réalité des mornes martiniquais, loin du regard des autorités, ces limites n'existent pas. Les esclaves de Saint-Laurent portent sur leur corps la cartographie de leur servitude.
Cicatrices entrelacées sur les dos, oreilles coupées pour tentative de fuite, marques au fer rouge sur les épaules. Certains boitent depuis qu'on leur a brisé les tendons du jarret. D'autres ont perdu l'usage d'un œil. Beaucoup ont vu leurs enfants vendus, leurs femmes violées, leurs frères pendus pour l'exemple. Dans cet enfer organisé et méthodique, un homme se distingue par sa résilience et sa dignité. On l'appelle Moses. Ce n'est pas son nom africain, celui que lui donnait sa mère dans leur village de la Côte de l'Or avant qu'il ne soit capturé à l'âge de 17 ans. Ce nom lui a été imposé lors du baptême obligatoire que subissent tous les esclaves à leur arrivée. Mais avec le temps, Moses s'est approprié ce nom biblique, y trouvant peut-être un sens caché, une promesse de libération. Moses a maintenant 32 ans. C'est un homme de haute stature, au corps sculpté par 15 années de labeur incessant. Son visage porte les marques de son histoire. Une profonde cicatrice sur la joue gauche, souvenir d'un coup de fouet qui a failli lui arracher l'œil, et un regard d'une intensité troublante qui met mal à l'aise même les contremaîtres les plus endurcis. Il travaille au champ, coupant la canne du lever au coucher du soleil, les mains en sang, le dos courbé sous le poids de la chaleur et de la fatigue. Mais Moses possède quelque chose que la servitude n'a pas réussi à lui arracher, une intelligence aiguë et une capacité d'observation exceptionnelle. Il parle le créole, le français des maîtres et plusieurs dialectes africains. Il sait lire et écrire, compétence qu'il a acquise en secret grâce à un vieux prêtre compatissant qui officiait à la plantation avant de mourir de fièvre jaune. Cette éducation clandestine fait de lui un homme dangereux aux yeux du système. Mais personne ne soupçonne l'étendue de son savoir. Moses a appris à courber l'échine, à baisser les yeux, à se rendre invisible. C'est ainsi qu'on survit. Il vit dans une case qu'il partage avec sa compagne, Céleste, une femme de 25 ans née sur la plantation, et leurs 2 enfants, une fille de 7 ans, prénommée Marie-Joseph, et un garçon de 4 ans, appelé Samuel. Céleste travaille comme domestique à la grande maison, ce qui est considéré comme une position privilégiée, mais qui comporte ses propres dangers. Les domestiques sont plus proches des maîtres, donc plus exposés à leurs caprices et à leur cruauté raffinée. Autour de Moses et Céleste gravitent d'autres figures essentielles à la survie quotidienne. Il y a le vieux Toussaint, un homme de 65 ans, dont le dos est couvert d'une toile d'araignée de cicatrices, dernier survivant de sa génération, mémoire vivante de 40 années d'horreur. Il y a Janvier, un jeune homme de 20 ans au caractère fougueux, qui parle ouvertement de révolte et que Moses doit régulièrement tempérer pour éviter qu'il ne se fasse tuer. Il y a aussi Suzanne, une guérisseuse qui connaît les secrets des plantes et qui soigne les blessures que les maîtres infligent. Et puis Étienne, le forgeron de la plantation, un colosse muet depuis qu'on lui a arraché la langue pour avoir osé parler aux maîtres, mais dont les mains habiles peuvent façonner n'importe quel outil en métal. Ces hommes et ces femmes forment une communauté soudée par la souffrance partagée. Ils ont développé des codes, des signaux, des manières de communiquer sous le nez des surveillants. Le dimanche, seul jour de repos accordé par le code noir, ils se rassemblent pour cultiver les petits jardins qui leur permettent de compléter la maigre ration fournie par le maître. C'est lors de ces moments volés que circulent les nouvelles, les espoirs, les rumeurs venues d'autres plantations, car en cette année 1783, des bruits courent sur l'île. On parle de changements en France, de débats à Paris sur le sort des colonies, de philosophes qui remettent en question le droit de posséder des êtres humains. Ces nouvelles, déformées, amplifiées, créent une tension palpable. Les maîtres sont plus nerveux, plus prompts à la violence. Ils sentent que quelque chose est en train de changer, que leur monde repose sur des fondations plus fragiles qu'ils ne voudraient l'admettre. À Saint-Laurent, cette tension se manifeste par un durcissement des conditions de travail. Monsieur Duverger, le gérant, sous pression de Monsieur de Bellecour qui exige des rendements toujours plus élevés, a augmenté les quotas de production. Les heures de travail s'allongent, les rations diminuent, les punitions se font plus sévères pour des fautes toujours plus insignifiantes.
Les 6 contremaîtres, sentant l'inquiétude de leurs supérieurs, redoublent de zèle dans l'exercice de leurs fonctions. C'est dans ce contexte tendu que va se produire l'incident qui va tout faire basculer. Le 23 juillet 1783. Une journée comme les autres commence à l'habitation Saint-Laurent. La cloche sonne avant l'aube, arrachant les esclaves à un sommeil trop court. Moses se lève, réveille doucement sa femme et ses enfants. Céleste doit se rendre à la grande maison pour préparer le petit déjeuner des maîtres. Les enfants, trop jeunes encore pour le travail des champs, resteront sous la surveillance de vieilles femmes trop épuisées pour autre chose. Moses rejoint les autres hommes de son atelier devant la case du contremaître Augustin Ferrand. Celui-ci distribue les tâches du jour. L'équipe de Moses doit se rendre dans le champ nord pour commencer la coupe de la nouvelle parcelle de canne arrivées à maturité. C'est un travail éreintant. Il faut couper les tiges à la base avec une machette émoussée, arracher les feuilles coupantes, porter les fagots jusqu'aux charrettes qui les transporteront à la sucrerie. La matinée s'écoule dans la chaleur étouffante. Le soleil monte dans le ciel, transformant les champs en fournaises. Les hommes travaillent en silence, le dos courbé, les gestes mécaniques. Ferrand et Jules Gauthier les surveillent depuis l'ombre d'un manguier, fouets à la ceinture, mousquets chargés posés contre le tronc. Vers midi, au moment de la pause accordée pour le repas, Moses remarque l'absence de Céleste. D'habitude, elle profite de cette pause pour descendre brièvement des hauteurs où se trouve la grande maison, apportant parfois quelques restes subtilisés à la cuisine. Mais ce jour-là, elle n'apparaît pas. Moses sent une inquiétude sourde naître dans sa poitrine, mais il la refoule. Il ne faut pas montrer ses émotions, il ne faut pas donner prise. Le travail reprend après la pause. Les heures s'étirent. Moses coupe, arrache, porte. Ses mains saignent malgré les callosités. Son dos le lance. Mais son esprit est ailleurs, tourné vers cette absence inexplicable. Ce n'est qu'au crépuscule, lorsque la cloche annonce la fin de la journée, que Moses apprend la vérité. Le vieux Toussaint l'attend près de sa case, le visage fermé, les yeux fuyants. D'une voix basse, presque inaudible, il lui dit « Moses, il faut que tu saches, c'est Céleste, les contremaîtres, à la sucrerie. » Moses sent le monde basculer autour de lui. Il force Toussaint à parler, à tout raconter. Et l'histoire qui sort, mot par mot, est celle d'une horreur banale dans ce monde sans loi. Céleste avait terminé son service à la grande maison en début d'après-midi. En redescendant vers les cases, elle avait dû passer près de la sucrerie. Les 6 contremaîtres s'y trouvaient, buvant du rhum à l'ombre d'un appentis, profitant de l'absence momentanée de M. Duverger, parti à Fort-Royal pour affaires. Ils avaient interpellé Céleste. Lui avait ordonné de s'approcher. Elle avait obéi, comme on le lui avait appris depuis l'enfance. Ce qui s'était passé ensuite, personne n'en avait été témoin direct, mais les cris de Céleste avaient été entendus par plusieurs esclaves travaillant aux alentours. Des cris qui avaient duré longtemps. Trop longtemps. Puis le silence. Quand Suzanne la guérisseuse avait été autorisée à entrer dans la sucrerie, elle avait trouvé Céleste recroquevillée dans un coin, le corps brisé, le regard vide. Les 6 hommes étaient là, achevant leur beuverie, riant encore de leurs exploits. Ils avaient violé Céleste à tour de rôle, se passant son corps comme on se passe une bouteille. Puis, pour s'amuser, ils l'avaient battue. Ferrand avait utilisé son fouet. Christophe Gauthier avait employé ses poings. La Chance, ivre, avait brûlé sa peau avec un bout de fer chauffé dans les chaudières. Quand ils en avaient eu terminé, ils avaient simplement ordonné à Céleste de retourner à sa case et de la fermer si elle savait ce qui était bon pour elle et pour ses morveux. Suzanne avait ramené Céleste jusqu'à la case de Moses. Elle l'avait allongée sur la paillasse, avait nettoyé ses blessures, appliqué des cataplasmes. Mais certaines blessures ne se soignent pas avec des plantes. Les enfants, Marie-Joseph et Samuel terrifiés, se tenaient dans un coin, fixant leur mère qui ne les reconnaissait plus. Quand Moses entre dans sa case, il trouve Céleste dans un état de choc profond. Elle ne parle pas, elle ne pleure pas.
Elle fixe le plafond de chaume, les yeux grands ouverts mais ne voyant rien. Suzanne lui parle à voix basse. « Je ne peux rien faire de plus pour le corps. Mais pour l'esprit !» Elle secoue la tête, impuissante. Moses s'agenouille près de sa compagne. Il prend sa main dans la sienne. Elle est glacée malgré la chaleur tropicale. Il murmure son nom. Encore et encore. Mais Céleste ne réagit pas. Elle est là, physiquement présente, mais quelque chose en elle s'est brisé de manière irréparable. Les enfants s'approchent, touchent timidement le bras de leur mère. Marie-Joseph demande « Papa, pourquoi maman ne nous parle pas ?» Moses ne sait que répondre. Comment expliquer à une enfant de 7 ans l'inexplicable? Comment dire que les hommes qui portent le fouet ont le droit de détruire les vies sur un caprice? Cette nuit-là, Moses ne dort pas. Il reste assis sur le sol de terre battue, tenant la main de Céleste, écoutant la respiration de ses enfants endormis. Dans sa poitrine, quelque chose est en train de se transformer. La résignation qui l'a maintenu en vie pendant 15 ans. Cette capacité à encaisser l'humiliation et la douleur en se disant que c'est le prix de la survie, cette résignation se fissure. À l'aube, quand la cloche sonne, Céleste n'a toujours pas bougé, n'a toujours pas parlé. Suzanne revient, examine la jeune femme, secoue à nouveau la tête. Son corps guérira peut-être, mais son esprit, je ne sais pas si elle reviendra jamais. Moses doit retourner au champ. C'est la loi de la plantation. Peu importe ce qui arrive, le travail continue. Il confie ses enfants aux vieilles femmes, supplie Suzanne de rester près de Céleste et sort dans la lumière crue du matin. Mais quelque chose en lui a changé. Quand il croise le regard d'Augustin Ferrand ce matin-là, il ne baisse pas les yeux comme d'habitude. Pendant une fraction de seconde, son regard soutient celui du contremaître. C'est un geste infime, presque imperceptible, mais lourd de signification. Ferrand le remarque, fronce les sourcils, porte la main à son fouet. Puis Moses détourne le regard, courbe les épaules, redevient l'esclave docile qu'on attend de lui. Mais Ferrand a vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à une promesse. Les jours qui suivent s'écoulent dans une tension palpable. Céleste reste prostrée dans la case, refusant de manger, de boire, de parler. Suzanne force un peu d'eau entre ses lèvres, applique des onguents sur ses blessures qui s'infectent malgré les soins. Les enfants ne comprennent pas ce qui arrive à leur mère. Marie-Joseph pleure la nuit. Samuel, trop jeune pour saisir l'ampleur du drame, demande sans cesse quand maman va se réveiller. Moses accomplit ses tâches quotidiennes comme un automate. Il coupe la canne, charge les charrettes, obéit aux ordres. Mais son esprit travaille sans relâche. Il observe tout, note tout, les habitudes des contremaîtres, leurs horaires, leurs routines, l'endroit où ils rangent leurs armes, les moments où ils sont seuls, vulnérables. Au bout d'une semaine, Céleste développe une fièvre intense. Suzanne reconnaît les signes, les blessures se sont gangrenées. Elle fait ce qu'elle peut avec ses remèdes, mais dans l'atmosphère étouffante et insalubre de la case, l'infection progresse inexorablement. Céleste brûle de fièvre, délire, appelle sa mère morte depuis longtemps. Moses demande l'autorisation de voir Monsieur Duverger. C'est une démarche périlleuse. Un esclave qui réclame audience avec le gérant peut être fouetté rien que pour son insolence. Mais il doit essayer. Il doit obtenir de l'aide pour Céleste. Le gérant le reçoit sur la galerie de la grande maison, un cigare à la main, l'air agacé d'être dérangé. Moses explique la situation de sa femme, demande qu'on fasse venir le chirurgien de Fort-Royal. Duverger l'écoute d'une oreille distraite puis éclate de rire. Un chirurgien? Pour une négresse? Tu sais combien coûte une visite de chirurgien, Moses? Plus que ta valeur et celle de ta femme réunies. Si elle meurt, je la remplacerai. Il y a un convoi qui arrive de Nantes le mois prochain. Moses serre les poings dans son dos. Il insiste, explique que Céleste est une bonne domestique, que son travail a de la valeur. Duverger l'interrompt d'un geste impatient. Écoute-moi bien. Ta femme s'est attirée des ennuis avec mes contremaîtres. Elle a dû faire quelque chose pour les provoquer. Ces hommes travaillent dur et ont le droit à quelques distractions.
Si elle survit, tant mieux pour toi. Si elle meurt, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, retourne au champ avant que je ne te fasse fouetter pour insubordination. » Moses s'en va, le cœur rempli d'une rage froide. Il comprend dans ce moment que la justice n'existe pas pour lui, que les lois du Code noir censées protéger les esclaves ne sont que des mots vides de sens. Il comprend que Céleste ne compte pas, que ses enfants ne comptent pas, qu'il ne compte pas. Ils ne sont que des outils vivants, remplaçables, jetables. 2 jours plus tard, le 31 juillet au soir, Céleste meurt dans d'atroces souffrances. Ces dernières heures sont un cauchemar de fièvre et de délire. Elle ne reconnaît ni Moses ni ses enfants. Elle appelle des noms de gens disparus, revit des scènes de son enfance, crie sa peur et sa douleur. Puis, dans un dernier souffle rauque, elle se tait pour toujours. Suzanne ferme les yeux de la morte. Le vieux Toussaint aide Moses à envelopper le corps dans un vieux drap. Les enfants, qui ont assisté à l'agonie de leur mère, sont en état de choc. Marie-Joseph, l'aînée, semble avoir vieilli de 10 ans en 1 semaine. Samuel ne parle plus, fixe le vide avec des yeux trop grands pour son petit visage. L'enterrement a lieu le lendemain soir, après la journée de travail. Le Code noir prescrit une sépulture chrétienne pour les esclaves, mais à Saint-Laurent, comme dans la plupart des plantations, c'est une formalité expédiée à la hâte. Il n'y a pas de prêtre. Moses et quelques compagnons creusent une fosse peu profonde au bord du cimetière des esclaves, un lopin de terre rocailleux à l'écart de la plantation. Ils y déposent le corps de Céleste, enveloppé dans son linceul de fortune. Moses reste seul près de la tombe longtemps après que les autres sont partis. Il fixe la terre fraîchement retournée, et dans sa tête, quelque chose se cristallise. Ce n'est plus de la colère diffuse, c'est quelque chose de plus froid, de plus concentré. Un dessein, une résolution. Cette nuit-là, alors que ses enfants dorment épuisés par les larmes, Moses sort discrètement de sa case. Il se rend jusqu'à la forge, où vit Étienne, le forgeron muet. Les 2 hommes se connaissent depuis longtemps, ont développé une forme de communication silencieuse. Moses dessine dans la poussière. Étienne observe, comprend, hoche la tête. Ses mains se mettent au travail sur des morceaux de métal récupérés, façonnant dans la pénombre des objets dont l'usage n'apparaîtra que plus tard. Les jours suivants, Moses mène une double vie. En surface, il est l'esclave brisé par le deuil, silencieux, les yeux baissés, accomplissant ses tâches sans un mot. Mais en secret, il prépare quelque chose. Il parle à Toussaint, à Janvier, à quelques autres hommes sûrs. Il ne leur dit pas tout, pas encore. Mais il sème des graines, des questions, des observations. Les 6 contremaîtres, pendant ce temps, ont rapidement oublié l'incident. Pour eux, Céleste n'était qu'une distraction parmi d'autres, un moment de plaisir volé dans la monotonie de leur journée. Que la négresse soit morte des suites de leur jeu ne les émeut guère. Après tout, ces créatures sont fragiles, se disent-ils en riant autour de leur bouteille de rhum. Ils ont déjà jeté leur dévolu sur d'autres femmes de la plantation. Mais ils remarquent quand même quelque chose. Moses, le mari de la morte, ne les regarde plus jamais dans les yeux. Il est devenu une ombre, un fantôme silencieux qui effectue son travail et disparaît. C'est exactement l'attitude qu'ils attendent d'un nègre qui a compris sa place. Ils se félicitent même entre eux d'avoir remis ce Moses à sa place et d'avoir donné une bonne leçon à cette Céleste trop fière. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que dans le silence de Moses se prépare quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait imaginer. Car Moses n'a pas baissé les yeux par soumission. Il les a baissés pour mieux observer, pour mieux planifier. Le mois d'août s'écoule dans la chaleur étouffante de la saison des pluies. Les averses tropicales transforment les chemins en bourbiers. La végétation explose en un vert violent. Dans les champs, les cannes poussent avec une vigueur redoublée, promettant une récolte exceptionnelle. Monsieur Duverger se frotte les mains en pensant aux profits à venir. Monsieur de Bellecour, depuis son hôtel particulier parisien, écrit des lettres pressantes réclamant des résultats toujours plus élevés. Les 6 contremaîtres
augmentent encore la pression sur les esclaves. Les journées s'allongent. Certains jours, le travail commence avant même que le soleil ne se lève et ne se termine qu'à la nuit tombée. Les rations diminuent. Pourquoi nourrir correctement ces créatures quand on peut économiser sur les dépenses? Les punitions se multiplient pour des fautes de plus en plus insignifiantes. Un regard de travers, un geste trop lent, une réponse perçue comme insolente. Moses endure tout cela en silence. Il a confié ses enfants aux soins de vieilles femmes de la plantation. Marie-Joseph et Samuel vivant désormais avec une grand-tante qui fait ce qu'elle peut pour les nourrir et les protéger. Moses lui-même dort peu, mange moins encore. Son corps maigrit, ses traits se creusent. Mais ses yeux, dans les rares moments où quelqu'un peut les voir, brillent d'une intensité fébrile. Car Moses poursuit méthodiquement ses préparatifs. Chaque soir, après le travail, il observe les mouvements des contremaîtres. Il note mentalement leurs habitudes. Ferrand aime faire une dernière ronde des champs après le dîner, seul, fumant sa pipe dans le crépuscule. Les frères Gauthier se rendent souvent ensemble à la rivière qui borde la propriété pour se laver de la poussière du jour. La Chance, le Canadien, a l'habitude de cuver son alcool dans l'ancienne grange à tabac, à l'écart des autres bâtiments. Roche, l'ancien soldat, inspecte les limites de la plantation chaque nuit, mousquet à l'épaule, vérifiant que personne ne tente de s'enfuir. Vernet, le plus jeune, passe ses soirées à la taverne improvisée des contremaîtres, buvant pour oublier la violence quotidienne dont il est à la fois témoin et acteur. Moses partage ses observations avec un cercle restreint de complices. Il y a Étienne le forgeron, bien sûr, dont les mains habiles ont fabriqué des outils aux usages multiples. Il y a Janvier, le jeune homme fougueux, dont la rage peut être canalisée en action. Il y a aussi Barthélemy, un homme d'une quarantaine d'années qui travaille à la sucrerie et connaît chaque recoin du bâtiment. Et puis Thomas, un esclave domestique qui sert parfois à table chez les contremaîtres et qui peut entendre leurs conversations. Moses ne leur dit pas tout, pas encore. Il leur demande simplement de noter certaines choses, de mémoriser certains détails, de se tenir prêt. Quand Janvier lui demande « Prêts à quoi ?», Moses se contente de répondre « Vous le saurez le moment venu ». Le 12 août, il se produit un incident qui précipite les choses. Augustin Ferrand, dans un accès de violence gratuite, bat à mort un jeune esclave de 14 ans nommé Philippe. Le garçon était accusé d'avoir volé un morceau de sucre à la sucrerie. Peut-être l'a-t-il fait, peut-être pas. Cela n'a plus d'importance après que Ferrand en a fini avec lui. Le corps de Philippe est retrouvé le lendemain matin près des champs, le dos ouvert jusqu'à l'os, le crâne fracturé. Monsieur Duverger enregistre le décès dans ses livres. Perte d'un bien évalué à 800 livres. Il réprimande Ferrand pour avoir endommagé la propriété du maître, mais la punition s'arrête là. Après tout, un contremaître a le droit de corriger les esclaves. Si parfois la correction va trop loin, c'est regrettable, mais ce ne sont que les aléas de l'exploitation coloniale. Cet assassinat supplémentaire fait déborder le vase. Janvier vient trouver Moses, les yeux brûlants de rage. « Combien de temps encore ? Combien d'entre nous doivent mourir avant qu'on agisse ?» Moses pose une main sur l'épaule du jeune homme. « Bientôt, promet-il, très bientôt. » Cette nuit-là, Moses rassemble ses complices près de l'ancienne case à outils, à l'écart des regards. Ils sont 7 au total. Moses, Étienne, Janvier, Barthélemy, Thomas et 2 autres hommes, Gabriel et Siméon, qui ont perdu eux aussi des êtres chers aux mains des contremaîtres. Moses leur expose enfin son plan. Ce qu'il dit les fait frissonner, non de peur, mais d'une anticipation terrible. « Ce que je vais vous demander de faire, » murmure Moses dans l'obscurité, « c'est quelque chose d'irréversible. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Si nous faisons cela, nous serons chassés, pourchassés. Beaucoup d'entre nous mourront probablement. Mais ce que nous ferons restera dans les mémoires. Ce que nous ferons enverra un message que personne ne pourra ignorer. » Il fait une pause, laisse ses mots pénétrer. « Ces 6 hommes ont pris nos femmes, tué nos enfants, brisé nos corps et nos esprits pendant des années. Ils l'ont fait en sachant qu'il n'y aurait jamais de conséquences pour eux.
Ils l'ont fait parce qu'aux yeux de la loi, nous ne sommes rien. Mais je vais leur montrer que nous sommes quelque chose. Je vais leur montrer que nous sommes humains. Et que les humains, quand on les pousse trop loin, deviennent capables de choses terribles. Les 7 hommes écoutent le détail du plan. Certains pâlissent. Janvier sourit d'un sourire sans joie. Étienne, incapable de parler, frappe son poing dans sa paume en signe d'accord. Quand Moses a terminé, il leur demande « Alors, qui est avec moi ?» Tous acceptent. Ils savent ce que cela signifie. Ils savent qu'ils signent probablement leur arrêt de mort. Mais ils acceptent parce que pour une fois dans leur vie, ils auront agi de leur propre volonté. Pour une fois, ils ne seront pas des objets passifs subissant la violence. Ils seront des acteurs de leur propre histoire. Le plan doit se dérouler le 15 août, jour de la fête de l'Assomption. Ce jour-là, selon le code noir, les esclaves ne travaillent pas. Les contremaîtres profiteront de cette journée pour se reposer et boire plus que d'habitude. Monsieur Duverger lui-même doit se rendre à Fort-Royal pour assister à la messe et aux réjouissances de la ville. La plantation sera relativement sans surveillance. C'est l'occasion parfaite. Les 3 jours suivants, les préparatifs se poursuivent dans le plus grand secret. Étienne fabrique les derniers outils nécessaires. Thomas vole une bouteille de rhum de bonne qualité dans la réserve de la grande maison et y ajoute quelque chose que Suzanne, la guérisseuse, lui a fourni. Un extrait de plante qui provoque une somnolence intense sans être immédiatement mortel. Barthélemy s'assure que certains espaces de la sucrerie seront accessibles. Moses, lui, passe ses nuits à réviser mentalement chaque étape, chaque détail, chaque contingence possible. Le 14 août au soir, tout est prêt. Moses se rend une dernière fois sur la tombe de Céleste. Il s'agenouille dans la poussière, pose sa main sur la terre. « Demain », murmure-t-il dans le créole de son enfance, « demain, mon amour, je te vengerai. » Et ils sauront, tous, ils sauront ce que c'est que de souffrir. Le 15 août 1783 se lève sur l'habitation Saint-Laurent avec une lumière dorée qui semble promettre une journée ordinaire. Les esclaves, bénéficiant de leur rare jour de repos, se réveillent plus tard que d'habitude. Certains se rendent à la chapelle pour la messe obligatoire, célébrée par un prêtre itinérant venu de Fort-Royal. D'autres profitent du répit pour cultiver leur petit jardin, réparer leurs cases ou simplement se reposer. Monsieur Duverger quitte la plantation vers 8 heures du matin, accompagné de 2 domestiques. Il porte ses plus beaux habits et a promis de ne rentrer que le lendemain. Les 6 contremaîtres, libres de toute obligation, décident de célébrer cette journée à leur manière. Ils se réunissent dans leur taverne improvisée dès le milieu de la matinée, sortent leurs meilleures bouteilles, se lancent dans une beuverie qui promet de durer toute la journée. Moses les observe de loin. Tout se déroule comme prévu. À midi, alors que le soleil est à son zénith et que la chaleur écrase la plantation, Thomas le domestique s'approche de la taverne des contremaîtres. Il porte sur un plateau la bouteille de rhum de qualité volée, celle que Moses lui a confiée. Thomas frappe timidement à la porte. Christophe Gauthier ouvre, déjà passablement ivre. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Thomas baisse les yeux, adopte la posture de soumission absolue. « Maître Gauthier, le gérant m'a demandé de vous apporter ceci avant de partir. Il a dit que c'était pour vous remercier de votre bon travail. » Les contremaîtres accueillent le cadeau avec des exclamations de joie. Ils ne se posent pas de questions. Après tout, Duverger leur fait parfois de tels présents. Thomas est congédié d'un geste, et la bouteille est ouverte immédiatement. Le rhum, excellent, circule entre les 6 hommes. Ils le boivent à grande lampée, se resservent généreusement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le rhum contient un narcotique puissant, une décoction de plantes soporifiques que Suzanne a préparée. La dose n'est pas mortelle. Moses ne veut pas d'une mort si facile pour ces hommes. Non, il veut qu'ils soient conscients de ce qui va leur arriver. Le narcotique les plongera simplement dans un état de confusion et de faiblesse qui les rendra incapables de résister. 1 heure passe. 2 heures. Moses attend patiemment, caché dans une case abandonnée d'où il peut surveiller la taverne. Les voix des contremaîtres,
d'abord bruyantes et joyeuses, se font progressivement plus pâteuses, plus confuses. À travers la fenêtre ouverte, Moses peut les entendre trébucher, rire de façon hystérique, puis un silence progressif s'installe. Le moment est venu. Moses fait un signal discret. Ses 6 complices émergent de différents endroits où ils se tenaient cachés. Ils convergent vers la taverne. Étienne porte un sac contenant les outils qu'il a forgés. Janvier a une machette, celle qu'on utilise pour couper la canne. Les autres sont armés de gourdins, de cordes, de tout ce qu'ils ont pu réunir discrètement. Ils pénètrent dans la taverne. L'odeur de rhum et de sueur est suffocante. Les 6 contremaîtres sont affalés sur des bancs, des chaises, le sol. Certains ronflent. D'autres geignent faiblement, les yeux mi-clos, incapables de coordonner leurs mouvements. Le narcotique a fait son effet. Ce qui se passe ensuite est organisé avec une précision chirurgicale. Moses a tout planifié dans les moindres détails. Les contremaîtres, trop faibles pour résister efficacement, sont traînés un par un hors de la taverne. Leurs mains sont liées dans le dos avec des cordes solides. Leurs pieds sont entravés. Des bâillons sont enfoncés dans leur bouche pour étouffer leurs cris naissants. Augustin Ferrand, le plus lourd, nécessite 4 hommes pour être déplacés. Jules et Christophe Gauthier sont portés ensemble, leurs corps inertes ballottants. La Chance vomit à travers son bâillon, ses yeux roulant dans leurs orbites. Roche tente faiblement de se débattre, mais n'a plus la force. Vernet, le plus jeune, pleure en silence, comprenant dans son état de confusion que quelque chose de terrible est en train de se produire. Les 7 esclaves transportent leurs prisonniers jusqu'à la sucrerie. Le bâtiment est désert en ce jour férié. C'est un espace vaste, dominé par les énormes chaudières de cuivre où l'on fait bouillir le jus de canne, les broyeurs mécaniques actionnés par le moulin à eau, les bassins de décantation. C'est ici que tant d'esclaves ont perdu des membres, se sont brûlés, sont morts d'épuisement. C'est ici que Céleste a été violée et torturée. C'est ici que Moses a choisi d'accomplir sa vengeance. Les contremaîtres sont attachés solidement à 6 chaises disposées en cercle au centre de la sucrerie. Leurs liens sont vérifiés, revérifiés. Il ne faut pas qu'ils puissent s'échapper. Moses ordonne ensuite à ses complices de jeter de l'eau froide sur les prisonniers. L'effet du narcotique commence à se dissiper légèrement. Les 6 hommes reprennent progressivement conscience, sortant de leur torpeur pour découvrir l'horreur de leur situation. Ferrand est le premier à réaliser pleinement ce qui se passe. Ses yeux s'écarquillent au-dessus de son bâillon. Il tire sur ses liens, essaie de crier, mais le bâillon transforme ses hurlements en gémissements étouffés. Les autres suivent bientôt, chacun à son rythme. La terreur se lit sur leurs visages. Ils regardent autour d'eux, voient les 7 esclaves qui les entourent, voient Moses qui se tient devant eux, le visage impassible. Moses laisse le silence s'installer. Il veut qu'ils comprennent. Il veut qu'ils sachent qu'ils sont désormais à sa merci, de la même façon que tant d'esclaves ont été à leur merci pendant toutes ces années. Il veut qu'ils goûtent à l'impuissance, à la terreur, à la certitude qu'aucune aide ne viendra. Puis, d'une voix calme et posée, Moses commence à parler. Il parle en français, pas en créole, voulant qu'ils comprennent parfaitement chaque mot. « Messieurs », commence-t-il, et ce mot prononcé par un esclave pour s'adresser à ses maîtres a quelque chose d'obscène, d'inversé. Vous vous demandez sans doute ce qui va vous arriver. Permettez-moi de vous l'expliquer. Il fait quelques pas autour du cercle, regardant chacun des prisonniers dans les yeux. Pendant 15 ans, j'ai été votre esclave. Pendant 15 ans, j'ai subi vos coups, vos insultes, votre mépris. J'ai vu mes frères et mes sœurs mourir sous vos fouets. J'ai vu des enfants arrachés à leur mère. J'ai vu des vieillards battus à mort pour ne plus pouvoir travailler. Et je me suis tu. Je me suis soumis. Parce que c'est ce qu'on m'a appris à faire. Parce que la résistance signifie la mort. Il s'arrête devant Ferrand. Mais il y a 1 semaine, vous avez franchi une ligne. Vous avez pris ma femme, Céleste. Vous l'avez violée. Vous l'avez torturée. Vous l'avez brisée si complètement qu'elle en est morte. Et vous avez ri. Vous avez ri de sa souffrance. Moses se détourne, reprend son circuit autour du cercle.
Alors j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ma vie n'avait plus aucune importance. Que celle de mes enfants n'avait plus aucune importance. Nous sommes déjà morts aux yeux de ce monde. Nous ne sommes que des fantômes qui travaillent, qui souffrent, qui disparaissent. Mais avant de disparaître complètement, j'ai décidé de faire une chose. Une seule chose. Il se place au centre du cercle, regardant tour à tour chacun des 6 prisonniers. Je vais vous montrer ce que c'est que d'être impuissant. Ce que c'est que d'être à la merci de quelqu'un qui ne vous considère pas comme un être humain. Ce que c'est que de souffrir sans espoir de répit. Les contremaîtres se débattent frénétiquement dans leurs liens. Leurs cris étouffés résonnent dans la sucrerie vide. Mais personne ne peut les entendre. La plantation est endormie dans la torpeur de l'après-midi. Les autres esclaves sont loin, dans leurs cases ou leurs jardins. Personne ne viendra. Personne ne sauvera les bourreaux, qui pendant tant d'années ont été les sauveurs de personne. Moses fait un signe à Étienne. Le forgeron s'approche, ouvre le sac qu'il porte, il en sort des objets qu'il a fabriqués dans le secret de sa forge. Des pinces, des couteaux, des instruments dont la seule vue fait gémir les prisonniers de terreur anticipée. Moses s'approche du premier contremaître, Augustin Ferrand. Le doyen, celui qui a manié le fouet le plus longtemps, celui qui rit le plus fort en racontant ses exploits de violence. Moses retire le bâillon de sa bouche. Immédiatement, Ferrand se met à supplier. « Moses, écoute, on peut arranger ça. Je peux te donner ta liberté. Je peux parler au gérant. Je peux... » Moses le gifle avec une force qui fait claquer la tête de Ferrand sur le côté. « Tais-toi. Tu n'as plus le droit de parler. Tu n'as plus de pouvoir ici. Tu vas écouter, et tu vas comprendre. » Il prend une des pinces qu'Étienne a forgées. C'est un outil simple mais efficace, conçu pour saisir fermement. Moses attrape la main droite de Ferrand, déjà liée au bras de la chaise. Il positionne la pince autour du pouce du contremaître. « Tu te souviens de Philippe ?» demande Moses d'une voix douce. « Le garçon de 14 ans que tu as battu à mort il y a 3 jours. Il avait volé un morceau de sucre. Tu as jugé que cela méritait la mort. Aujourd'hui, je juge que tes crimes méritent quelque chose de différent. » Il serre la pince. Les os du pouce de Ferrand craquent. L'homme hurle, un cri déchirant qui résonne dans la sucrerie. Moses maintient la pression méthodique jusqu'à ce que le pouce soit complètement écrasé, réduit à une bouillie sanglante. Puis il passe à l'index, puis au majeur, puis à l'annulaire, puis à l'auriculaire. Chaque doigt est soigneusement, délibérément brisé et broyé. Les cris de Ferrand deviennent enroués, s'étranglent dans sa gorge. Les 5 autres contremaîtres, témoins de ce qui se passe, se débattent comme des forcenés dans leurs liens, leurs propres cris étouffés par leurs bâillons. Mais Moses ne se presse pas. Il travaille avec une concentration absolue, comme s'il effectuait une tâche agricole quotidienne. Couper la canne, broyer les doigts, même geste méthodique, même répétition mécanique. Quand les 5 doigts de la main droite de Ferrand ne sont plus que des moignons sanguinolents, Moses passe à la main gauche. Le contremaître a perdu connaissance à 2 reprises, réveillé à chaque fois par de l'eau froide jetée sur son visage. Moses veut qu'il soit conscient, qu'il ressente tout. Lorsque les 2 mains de Ferrand sont détruites, Moses recule, observe son œuvre. Le contremaître sanglote, des larmes et de la morve coulant sur son visage. Ses mains, autrefois instruments de torture quotidienne, ne sont plus que des masses informes de chair et d'os brisés. Moses se tourne vers les autres contremaîtres. Vous voyez, ce n'est que le commencement. Il passe ensuite à Jules Gauthier. Le processus se répète, identique, méthodique, la pince. Les doigts brisés un par un, les hurlements, l'évanouissement, le réveil forcé. Puis Christophe Gauthier, puis Lucien Roche, puis Benoît Lachance, puis Jacques Vernet, le plus jeune, qui supplie, qui pleure, qui promet tout ce que Moses veut entendre. Mais Moses est devenu sourd aux supplications. Il a franchi une ligne dans un territoire où la pitié n'existe plus. Il accomplit sa tâche avec une froideur terrifiante, une détermination qui ne faiblit pas. Ses complices, autour de lui, observent en silence. Certains détournent le regard. D'autres fixent la scène avec une satisfaction sombre.
Janvier sourit de son sourire sans joie. Étienne, muet, hoche la tête à chaque cri. Les heures passent. Le soleil décline lentement vers l'horizon. Dans la sucrerie, les 6 contremaîtres sont désormais tous dans le même état que Ferrand. Leurs mains ne sont plus que des moignons sanglants. Certains sont en état de choc, le regard vide, gémissant faiblement. D'autres ont sombré dans une semi-conscience, flottant entre l'évanouissement et un éveil douloureux. Mais Moses n'a pas terminé. Il s'adresse à nouveau aux 6 hommes brisés devant lui. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne vous ai pas simplement tué. Pourquoi je ne vous ai pas tranché la gorge pendant que vous dormiez? Ça aurait été plus rapide, plus miséricordieux. Mais la miséricorde, vous ne l'avez jamais montrée. Alors pourquoi la mériteriez-vous? Il fait un signe à Barthélemy. Celui-ci s'approche, portant 6 écuelles de métal remplies d'une bouillie rougeâtre. Moses en prend une, la tend à Ferrand. « Ouvre la bouche », ordonne-t-il. Ferrand secoue la tête, serrant les lèvres. Moses soupire, prend un couteau, le pose contre la joue du contremaître. « Ouvre la bouche, ou je te coupe les lèvres. » Terrorisé, Ferrand obéit. Moses enfonce une cuillère dans sa bouche, force le contenu de l'écuelle entre ses lèvres. Ferrand essaie de recracher, mais Moses lui maintient la bouche fermée, le force à avaler. « Mange », siffle-t-il. « Mange ce que tu m'as donné. » Car le contenu des écuelles, c'est la chair et les os broyés des propres doigts des contremaîtres. Barthélemy, suivant les instructions de Moses, a patiemment recueilli chaque morceau de chair arraché, chaque fragment d'os, les a broyés ensemble en une pâte horrible. Et maintenant Moses force chaque contremaître à consommer sa propre chair mutilée. C'est un acte d'une cruauté inimaginable, d'une violence qui dépasse tout ce que même ces hommes habitués à la barbarie ont pu concevoir. Mais pour Moses, c'est une justice poétique. « Vous nous avez dévorés pendant toutes ces années », murmure-t-il en forçant Ferrand à avaler. « Vous avez consommé nos vies, notre sang, notre sueur. Maintenant, vous allez vous dévorer vous-même. » Le même rituel se répète pour les 6 contremaîtres. Certains vomissent immédiatement, mais Moses force à nouveau la bouillie dans leur bouche. D'autres sombrent dans une folie passagère, hurlant des incohérences. Vernet, le plus jeune, s'évanouit pour de bon et ne peut être réveillé, même avec de l'eau froide. Quand enfin Moses a terminé, le crépuscule a envahi la sucrerie. Les 6 hommes attachés à leurs chaises sont dans un état pitoyable. Leurs mains ne sont plus que des moignons. Leurs visages sont couverts de vomissures, de sang, de larmes. Certains gémissent faiblement. D'autres sont silencieux, les yeux fixes, comme morts de l'intérieur. Moses les contemple longuement, puis il se tourne vers ses complices. « C'est fait », dit-il simplement. « Maintenant, il faut partir, car Moses sait que ce qu'ils ont accompli ne peut rester impuni. Quand M. Duverger reviendra demain et découvrira ce qui s'est passé, la vengeance des Blancs sera terrible. Tous les esclaves de la plantation risquent d'être punis collectivement. Des exécutions publiques auront lieu, la terreur sera utilisée pour rétablir l'ordre. Moses a prévu cela. Il a organisé une fuite. Dans la forêt qui borde la plantation, des provisions ont été cachées. Une route vers les montagnes, où d'autres marrons se cachent, a été repérée. Les 7 complices vont fuir immédiatement, profitant de la nuit et de la confusion pour disparaître dans la nature. Mais avant de partir, Moses fait une dernière chose. Il prend un morceau de charbon, s'approche du mur de la sucrerie. En grandes lettres, il écrit en français « Pour Céleste et tous les autres, Moses ». C'est sa signature, sa revendication. Il veut que tous sachent qui a fait cela et pourquoi. Les 7 hommes quittent alors la sucrerie, laissant derrière eux les 6 contremaîtres mutilés, toujours vivants, attachés à leurs chaises. Ils se séparent en 2 groupes pour mieux échapper aux poursuites inévitables. Moses, Étienne et Janvier partent vers le nord, vers les montagnes. Les 4 autres prennent une direction différente. Moses fait un dernier détour par sa case. Il réveille ses enfants endormis, Marie-Joseph et Samuel. La petite fille le regarde avec ses yeux trop vieux,
comprenant sans qu'on lui dise que quelque chose d'irréversible vient de se produire. « Nous partons », dit simplement Moses. « Pour toujours. » Il confie ses enfants à la grand-tante qui s'en occupait. « Prenez soin d'eux, supplie-t-il. Dites-leur que leur père les aimait. Dites-leur que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour leur mère, pour qu'ils sachent qu'un homme, même réduit à l'esclavage, reste un homme. » La vieille femme, les larmes aux yeux, serre les enfants contre elle. Elle sait qu'elle ne reverra jamais Moses. Elle sait ce qui l'attend s'il est capturé. « Va, » murmure-t-elle, « va, et que les ancêtres te protègent. » Moses embrasse une dernière fois le front de ses enfants, puis disparaît dans la nuit. Derrière lui, à la sucrerie, les 6 contremaîtres agonisent lentement, seuls dans l'obscurité, avec leurs mains détruites et le goût de leur propre chair dans la bouche. Le 16 août au matin, quand les esclaves de Saint-Laurent se rendent au champ pour reprendre le travail, ils découvrent rapidement que quelque chose ne va pas. Les 6 contremaîtres, habituellement si prompts à distribuer ordre et coups de fouet, sont introuvables. Leur taverne est vide. Personne ne sait où ils sont. C'est un jeune esclave qui les découvre enfin. Envoyé à la sucrerie pour une course, il pénètre dans le bâtiment et pousse un cri d'horreur. Les 6 hommes sont toujours attachés à leur chaise, exactement où Moses les a laissés. Mais une nuit entière s'est écoulée. Certains sont morts, succombant au choc et à la perte de sang. D'autres vivent encore, mais à peine. Leurs gémissements faibles résonnent dans l'espace vide. L'alarme est donnée. Des esclaves accourent, puis s'arrêtent sur le seuil, pétrifiés par l'horreur de la scène. Monsieur Duverger, qui vient justement de rentrer de Fort-Royal, est immédiatement alerté. Il se précipite à la sucrerie, voit les 6 contremaîtres mutilés, lit le message laissé par Moses sur le mur. La réaction du gérant est d'abord de l'incrédulité. Comment est-ce possible ? Comment des esclaves ont-ils pu faire une chose pareille? Puis l'incrédulité cède la place à une rage froide. Il ordonne immédiatement le rassemblement de tous les esclaves de la plantation. Tous, sans exception, doivent se présenter devant la grande maison. Les esclaves obéissent, terrifiés. Ils savent ce qui se passe quand les maîtres sont en colère. Ils savent que la punition collective est la norme. Duverger, entouré des quelques contremaîtres blancs, survivants de plantations voisines venus en renfort, interroge brutalement les esclaves. Où est Moses? Qui l'a aidé? Qui savait? Mais personne ne parle, pas même sous les coups, pas même sous la menace de mort, car tous comprennent que ce que Moses a fait, aussi terrible soit-il, était un acte de résistance absolue, un refus total de la condition qui leur était imposée. Et dans le silence obstiné des esclaves, il y a une forme de solidarité, une reconnaissance tacite que Moses a franchi une ligne que personne n'avait osé franchir avant. Les autorités coloniales de Fort-Royal sont informées. Le gouverneur lui-même se déplace jusqu'à Saint-Laurent pour constater l'ampleur du drame. 3 des 6 contremaîtres sont morts dans la nuit. Les 3 autres survivront, mais ne retrouveront jamais l'usage de leurs mains. Ils seront rapatriés en France, brisés à jamais, hantés par le souvenir de ce qui leur est arrivé. Une chasse à l'homme massive est organisée. Des milices coloniales, des chasseurs d'esclaves professionnels, des chiens dressés sont mobilisés. Ils ratissent la forêt, les montagnes, chaque recoin de l'île. Des récompenses considérables sont offertes pour la capture de Moses et de ses complices. 2 des complices, Gabriel et Siméon, sont capturés au bout de 3 jours. Ils sont torturés pour obtenir des informations, mais ne révèlent rien. Puis ils sont exécutés publiquement à Fort-Royal, pendus sur la place principale, comme avertissement à tous les esclaves de l'île. Leurs corps sont laissés suspendus pendant des semaines, se décomposant lentement sous le soleil tropical. Les 5 autres, dont Moses, disparaissent, sans laisser de traces. Certains prétendront les avoir vus dans les montagnes, rejoignant les communautés de marrons qui vivent cachées dans la forêt. D'autres affirmeront qu'ils se sont enfuis sur un navire qui les a emmenés vers les îles anglaises. D'autres encore, plus tard, parleront de Moses comme d'un fantôme,
une figure mythique qui apparaît parfois dans les plantations pour protéger les esclaves maltraités. La vérité, personne ne la connaît vraiment. Moses et ses 4 compagnons se sont évanouis dans les ombres de l'histoire. Ont-ils survécu? Ont-ils trouvé la liberté? Sont-ils morts dans la forêt, pourchassés jusqu'au bout? Le mystère demeure. À l'habitation Saint-Laurent, les conséquences de l'acte de Moses se font sentir pendant des mois. Monsieur de Bellecour, horrifié par ce qui s'est passé dans sa propriété, ordonne un durcissement terrible des conditions. De nouveaux contremaîtres sont recrutés, plus brutaux encore que les précédents. Les punitions deviennent quotidiennes. La terreur est utilisée comme outil de contrôle absolu. Mais quelque chose a changé, imperceptiblement. Les esclaves de Saint-Laurent, malgré la terreur redoublée, portent leurs chaînes différemment, dans leurs regards échangés en secret. Dans les murmures de la nuit, dans les champs de travail aux paroles codées, circule une nouvelle idée. Moses a montré que même l'esclave le plus opprimé possède un pouvoir, celui de refuser, de résister, de se venger. L'histoire de Moses se répand à travers l'île. De plantation en plantation, les esclaves parlent de l'homme qui a osé faire l'impensable. Certains le condamnent, disant qu'il a attiré des représailles terribles sur des innocents. D'autres le célèbrent comme un héros, un vengeur, un symbole de résistance. Les maîtres, eux, parlent de Moses avec une terreur mêlée de fascination morbide. Il devient une légende noire, l'incarnation de leur pire cauchemar, l'esclave qui refuse de rester esclave. Les documents officiels concernant l'affaire Saint-Laurent sont étrangement incomplets. Beaucoup de pages ont été arrachées des registres coloniaux. Des témoignages ont été supprimés. Il semble qu'une volonté délibérée d'effacer, ou du moins de minimiser, les détails de ce qui s'est passé ait existé. Les autorités ne voulaient pas que cette histoire inspire d'autres esclaves. Elles ne voulaient pas admettre que le système sur lequel reposait toute l'économie coloniale était si fragile qu'un seul homme déterminé pouvait faire vaciller ses fondements. Mais malgré les efforts pour enterrer l'histoire, elle persiste. Dans les traditions orales des descendants d'esclaves, dans les murmures de l'histoire, dans les archives poussiéreuses où, parfois, un chercheur attentif peut trouver une allusion, une note en marge, un détail qui ne correspond pas à la version officielle. Et aujourd'hui, plus de 200 ans après les faits, l'histoire de Moses le Vengeur continue de résonner. Elle pose des questions inconfortables. Jusqu'où peut-on pousser un être humain avant qu'il ne se retourne contre ses oppresseurs? La violence de l'opprimé peut-elle être jugée selon les mêmes critères que la violence de l'oppresseur? Existe-t-il une limite à la cruauté? Et si oui, qui a le droit de la définir? Moses a-t-il eu raison de faire ce qu'il a fait? C'est une question à laquelle chacun doit répondre selon sa propre conscience. Ce qui est certain, c'est que son acte était le produit d'un système qui transformait des êtres humains en objets, qui légitimait la violence la plus extrême au nom du profit, qui brisait les familles et broyait les âmes. Dans les derniers témoignages retrouvés, ceux des esclaves de Saint-Laurent interrogés des années après les faits, on trouve des récits troublants. Certains parlent de Moses comme d'un homme qui avait été brisé au-delà de toute réparation. D'autres le décrivent comme quelqu'un qui, paradoxalement, avait gardé jusqu'au bout une forme d'humanité en refusant d'accepter l'inacceptable. Tous s'accordent sur un point, après ce qu'il a fait. Plus personne à Saint-Laurent, ni esclave ni maître, n'a pu prétendre que les choses étaient simples, que l'ordre établi était naturel ou juste. La vieille Suzanne, la guérisseuse, aurait dit peu avant sa mort, des décennies plus tard. Moses a fait quelque chose que personne ne devrait avoir à faire. Mais il l'a fait parce que quelque chose lui a été fait que personne ne devrait avoir à subir. Dans ce monde brisé que nous habitions, il n'y avait pas de bon choix. Il n'y avait que des survivances, des résistances et des vengeances. Moses a choisi la vengeance et elle l'a consumée. Mais peut-être que, quelque part, Céleste a enfin trouvé la paix en sachant que sa mort n'était pas restée sans réponse.
Les enfants de Moses, Marie-Joseph et Samuel ont survécu. Ils ont grandi à Saint-Laurent, portant le poids de l'histoire de leur père. Marie-Joseph, devenue une femme, a vécu assez longtemps pour voir l'abolition de l'esclavage en 1848. On raconte qu'elle a pleuré ce jour-là, pas de joie mais de tristesse, pensant à tous ceux qui n'avaient pas vécu assez longtemps pour voir ce moment. Pensant à sa mère céleste, pensant à son père Moses, le vengeur, dont elle ne saurait jamais ce qu'il était devenu. Et dans les montagnes de la Martinique, dans les endroits les plus reculés où les marrons construisaient leur communauté libre, on chante encore parfois une chanson. Les paroles sont en créole, mêlant mots africains et français. Elle raconte l'histoire d'un homme qui s'est battu contre 6 démons, d'un homme qui a fait manger aux oppresseurs leur propre chair, d'un homme qui s'est perdu pour que d'autres puissent se souvenir qu'ils étaient humains. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Moses était-il un héros ou un monstre, un vengeur ou simplement un homme poussé trop loin? La frontière entre justice et cruauté est-elle toujours claire quand on vit dans un monde qui nie votre humanité même? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, s'intéressent aux zones d'ombre de l'histoire. Parce que c'est en nous souvenant de ces histoires, aussi terribles soient-elles, que nous comprenons mieux d'où nous venons et où nous ne devons jamais retourner. Une dernière note, retrouvée dans les archives de Fort-Royal, mérite d'être mentionnée. Elle date de 1815, soit 32 ans après les événements de Saint-Laurent. C'est une lettre écrite par un ancien planteur martiniquais, exilé à Paris après avoir perdu sa fortune dans les troubles révolutionnaires. Dans cette lettre adressée à un ami, il évoque ses souvenirs de jeunesse aux colonies. À un moment, il mentionne brièvement « Je me souviens de cette terrible affaire qui avait secoué toute l'île, cette histoire de contremaître mutilé par un esclave. On en parlait encore des années après. Mon père, qui connaissait le gérant de cette plantation, m'avait dit que le plus troublant n'était pas tant l'acte lui-même, aussi horrible fût-il, mais le fait que personne, absolument personne parmi les autres esclaves, n'avait jamais trahi les coupables. Comme si, dans leur silence obstiné, ils affirmaient une forme de solidarité qui nous échappait complètement, à nous les maîtres. C'était, avait conclu mon père, le premier signe que notre monde touchait à sa fin. Et peut-être avait-il raison, car l'acte de Moses, dans toute son horreur, était aussi un acte de communication, un message envoyé à travers le temps, un cri qui disait « Nous sommes humains. Et si vous refusez de nous traiter comme tels, nous vous montrerons ce dont les humains poussés à bout sont capables. » L'histoire de Moses le Vengeur s'achève ici, mais elle ne s'arrête jamais vraiment, car chaque fois qu'on parle d'injustice, de résistance, de la limite entre l'oppression et la révolte, c'est un peu l'ombre de Moses qui se profile. Chaque fois qu'on se demande jusqu'où peut aller la vengeance légitime, c'est à son histoire qu'on pense. Chaque fois qu'on réfléchit au coût humain des systèmes qui déshumanisent, c'est son acte qui résonne dans nos consciences. L'habitation Saint-Laurent n'existe plus aujourd'hui. Les bâtiments sont tombés en ruine depuis longtemps. La forêt a repris ses droits sur les anciens champs de canne. Mais si vous vous rendez dans cette partie de la Martinique, si vous cherchez bien, vous trouverez peut-être encore les fondations de la vieille sucrerie. Et là, dans le silence des lieux abandonnés, peut-être entendrez-vous encore l'écho de cris vieux de 2 siècles, les cris des opprimés, les cris des oppresseurs, les cris d'une époque où l'humanité avait perdu son chemin. Et vous vous demanderez, comme tant d'autres avant vous, tout cela est-il vraiment arrivé? L'histoire de Moses le Vengeur est-elle réelle, ou est-ce une légende née de la souffrance collective d'un peuple? Les documents existent, fragmentaires, censurés, mais bien réels. Les témoignages oraux persistent, déformés par le temps mais porteurs d'une vérité émotionnelle indéniable. Alors peut-être que la question n'est pas tant de savoir si cela s'est passé exactement comme raconté, mais de comprendre pourquoi une telle histoire devait exister, vraie ou symbolique, dans la mémoire collective d'un peuple qui a traversé l'enfer de l'esclavage. Moses le Vengeur.
L'homme qui a fait manger leurs doigts, assis contre maître. L'homme qui a refusé d'être une victime silencieuse. L'homme qui, en franchissant toutes les limites de la cruauté, a montré que ces limites avaient été franchies depuis longtemps par ceux qui prétendaient être civilisés. Son histoire est terrible. Elle est dérangeante. Elle pose des questions auxquelles il n'y a pas de réponse simple. Mais c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être racontée, d'être connue, d'être méditée. Car l'histoire n'est pas faite que de héros nobles et de victoires glorieuses. Elle est aussi faite de zones d'ombre où l'humanité se perd, et de moments où des hommes ordinaires, poussés par des circonstances extraordinaires, accomplissent des actes extraordinaires, pour le meilleur ou pour le pire. Et vous, qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, vous êtes maintenant dépositaire de cette mémoire. À vous de décider ce que vous en ferez. À vous de réfléchir aux leçons qu'elle contient. À vous de vous assurer que de tels systèmes d'oppression ne se reproduisent jamais, car quand ils se reproduisent, ils engendrent inévitablement des Moses, des hommes et des femmes qui n'ont plus rien à perdre et qui, dans leur désespoir, deviennent capables de l'impensable. L'histoire de Moses le Vengeur est terminée. Mais l'écho de ces actes résonne encore. Dans chaque combat pour la dignité humaine, dans chaque refus de l'injustice, dans chaque moment où quelqu'un décide que non, cela ne peut plus continuer ainsi, que quelque chose doit changer, peu importe le prix, et peut-être, quelque part dans les montagnes de la Martinique, l'esprit de Moses veille encore, fantôme d'une époque révolue, symbole éternel de cette vérité simple et terrible. Quand on traite des êtres humains comme des objets, on ne peut être surpris s'ils finissent par se comporter comme des hommes.